Bonjour à tous, si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre. On revient aujourd'hui sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale de cette année 2025 et ce cri de cœur du président qui ne passe pas inaperçu. Louis Gbewounou Vlavonou, prêcheur de solidarité et d'entraide, il souhaite une mutualisation des forces entre le Bénin et ses voisins pour une lutte concertée contre le terrorisme. L'appel de Vlavonou sera-t-il entendu hors de nos frontières? Analyse de mes francs-parleurs à suivre. Et puis, longtemps que relais et décrié par une certaine opinion, la loi sur le numérique votée en 2017 retourne sur la table des députés. Une relecture est programmée pour le compte de cette session. Va-t-on assister à de grands changements ou le test sera-t-il davantage vicié face aux enjeux d'aujourd'hui? Nous ferons des spéculations intellectuelles sur la question. Et sans surprise, le général président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema est annoncé en tête des suffrages au Gabon pour le compte de la présidentielle. On parle de plus de 90% pour lui. Les électeurs étaient sortis nombreux à les voter. On parle d'un taux de participation de plus de 87%. Le bail va sans doute se poursuivre au palais du bord de mer pour le tombeur d'Ali Bongo Ondimba. On vous dit tout avec autour de la table ce matin. William Cliquant, mon confrère de Canal 3 Bénin, bonjour et bienvenue. Bonjour très cher Herman et bonjour à tous. C'est un plaisir de vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Tout le plaisir pour moi aussi. En face de vous, Gracien Makeko, juriste écrivain, auteur de l'ouvrage La Criette en 5 ans. Bonjour et bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux fidèles téléspectateurs de la TV. C'est un plaisir également de vous avoir. Merci. Alors, Gracien, vous avez suivi sans doute sur les écrans donc, de Bénin TV en collaboration avec Télé Hémicycle sur cette production, bien sûr l'ouverture de la session ordinaire, de la première session ordinaire de l'année 2025 au Parlement. Et dans son discours inaugural, il y a un fait qui a retenu l'attention, c'est l'appel de Louis Gbewounou Vlavonou sur une mutualisation des forces quant à la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez qu'il a fait ce choix à dessein de profiter de cette tribune pour dire son mot, pour vraiment lancer cet appel? Ce qu'on peut noter, c'est que la démarche, ce discours du président de l'Assemblée nationale du Bénin est un peu comme pour faire davantage la preuve de l'ouverture d'esprit des autorités béninoises, parce que vous vous souvenez que dans un passé récent, nous avons eu les autorités gouvernementales qui ont marqué leur disponibilité à coopérer avec nos frères du Sahel, notamment du Niger, du Burkina Faso et puis du Mali, mais notamment des deux premiers États. Mais si le gouvernement a parlé dans un passé récent et après on voit la représentation nationale avec le porte-parole de l'hémicycle, à savoir le président de l'Assemblée nationale, entrer dans la dynamique du gouvernement, une dynamique qui souhaite en réalité, qui aurait voulu quand même que l'on se donne la main pour lutter contre un mal commun. Je pense que cela témoigne au final de la volonté du Bénin à vraiment coopérer avec ces États limitrophes-là pour efficacement lutter contre le terrorisme. Alors, William Cliquant, on sait qu'aucun pays ne peut gagner la bataille terroriste à lui tout seul et que donc forcément, il faut une action concertée pour évidemment endiguer ce fléau, ce mal. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que c'est forcément la lune de miel entre le Bénin et ses voisins. Justement, il a fait une analyse géopolitique à l'africaine dans son intervention, le président de l'Assemblée nationale, pour commencer par expliquer la pertinence de ce combat. Il a démontré d'abord le parc W que nous avons en partage avec d'autres pays, d'autres voisins, au moins 2 autres. Et des points critiques comme ceux-là, il y en a beaucoup dans notre espace régional. On parle de points triples chez nous, mais ailleurs, on parle de région des 3 frontières. Et il y a beaucoup de points d'intersection qui collent plusieurs États et qui sont, paradoxalement, les nids des terroristes dans nos États au Sahel. Et aussi, il ne faut pas oublier la structure ou la nature des groupes terroristes qui sont présents en Afrique de l'Ouest, notamment dans une bonne partie du Nigeria, au Sahel. Et le président de l'Assemblée nationale a bien fait de rappeler que
cela vient du démantèlement de la Libye, de la situation actuelle en Libye. Après, nous avons, pour ces dernières années, la mort de Idriss Déby Itno, qui a davantage mis la pression, parce qu'il était une barrière, quoi qu'on dise, il était une bonne barrière à cette insécurité grandissante et qui pouvait descendre à tout moment au Golfe. Et aujourd'hui, nous voyons, depuis, je ne sais pas, depuis Grand Bassam, depuis ces attaques célèbres, nous voyons que vers le Golfe, ça court, c'est présent. Je ne suis pas alarmiste en disant que c'est présent dans le quotidien ici au Bénin, c'est présent chez d'autres voisins également. Et donc, pour un mal comme celui-là, et quand vous écoutez les autorités militaires béninoises au plus haut niveau qui, à un moment donné, vous disent, sinon, avouent que la coopération militaire, la coopération, l'information a manqué pour les dernières attaques que je ne situe pas forcément, que nous avons connues ici, c'est que l'imposition, sinon la grande nécessité de dialoguer entre voisins, entre services de renseignement, entre forces de sécurité et de défense surtout des États s'impose. Est-ce qu'il sera entendu? Est-ce qu'il sera entendu, pardon? On a peut-être l'occasion de faire le débat, mais c'est un diagnostic vrai, c'est une évidence, c'est une des rares fois où nos autorités voient la réalité en face, parlent peut-être le même langage que les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur la question terroriste au Bénin et pourquoi pas les acteurs de la société civile et autres intervenants dans ce domaine. Alors, on a un temps été rejoint par Julio Tometti, il est juriste. Bonjour et bienvenue Julio. Bonjour Raymond, bonjour Plateau. Merci de nous rejoindre sur Bonjour le Bénin. Alors Julio, aujourd'hui, on sait que le Bénin et ses voisins ne filent pas forcément le parfait amour, mais pensez-vous qu'au nom quand même de la sécurité des personnes et des biens, les voisins peuvent faire un peu abstraction de leur frustration et partager leurs renseignements avec le Bénin pour combattre le fléau terroriste? Oui, bien malheureusement, il y a des velléités qui se sont entremêlées parce que quand vous les écoutez, eux de leur côté, il s'agit pour eux en fait d'une question de sécurité nationale aussi parce que en fait le Bénin est accusé en fait d'être quelque sorte en intelligence avec d'autres pour déstabiliser en fait ces régimes militaires ou révolutionnaires selon ce que l'un d'eux a dit la dernière fois. Et donc de ce point de vue, pour eux aussi, c'est une question de sécurité. Il y a la question terroriste, mais c'est une question de sécurité. Ce n'est pas que diplomatique. Et c'est pourquoi, en fait, l'arsenal institutionnel autour au niveau de la sous-région aurait pu permettre, en fait, d'aider à commencer par trouver des pistes de solutions. Parce que, oui, de l'autre côté, on dit que le Bénin constitue une menace. Le Bénin dit non, qui n'a jamais été le cas, d'une certaine façon. Donc, il faut, en fait, un sorte de troisième personnage, d'une certaine façon, pour arbitrer, pour jouer la médiation. Alors qu'en fait, dans la sous-région aujourd'hui, tout est déstructuré d'une certaine façon. Il n'y a plus cette personnalité qui incarne en fait de grandes valeurs qui peuvent d'une certaine façon faire asseoir les parties prenantes, histoire de parvenir en fait à une sorte de conciliabule. Et donc c'est ce qui est malheureux. Et je pense en fait de leur côté aussi, il ne manque pas de le dire que la coopération militaire est indispensable. Je me souviens, une fois, le capitaine Ibrahim Traoré disait que entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il se fait qu'en fait, il y a des incursions djihadistes. Et vous voyez, en fait, les terroristes à 2 kilomètres sur le territoire voisin et vous n'avez aucune possibilité, en fait, de pouvoir les rattraper. Et donc, ils jouent. Et ces terroristes jouent, en fait, sur, cette dissension, en fait, au niveau des États pour bien asseoir leur stratégie. Parce qu'ils savent que quand je suis de l'autre côté, je suis protégé. Quand je suis de ce côté et je viens attaquer de l'autre, je suis protégé. Donc c'est pourquoi, comme le disait William tantôt, tout le monde s'accorde à reconnaître en fait qu'il n'y a que, autant scientifique que politique, qu'il n'y a que en fait la coopération militaire qui puisse arriver à trouver des solutions. Et le président Louis Vlavonu le disait à justice, que si ces États n'avaient pas, par exemple, quitté les organisations sous-régionales, que le Parlement de la CEDEAO aurait pu être un recours en termes de discussion, de médiation, pour arriver à un certain nombre d'ententes, histoire de quand même asseoir en fait les bases d'une réelle stratégie partagée pour ne serait-ce que venir à bout de ce mal. Alors, Gratien Makoko, le Bénin a quand même aujourd'hui suffisamment montré d'assurance en termes de dégel de la crise, de la situation. Il y a eu un certain nombre de personnes
personnalités qui sont montées au créneau pour dire un certain nombre de choses dans le cadre dans le sens, je vais dire, de l'apaisement. Qu'est-ce qui bloque finalement? Bon, vous savez, ce sont des questions un peu délicates, questions sensibles. Et puis, chaque État, aujourd'hui, a sa raison, puisque nous sommes dans une dynamique géopolitique qui n'est pas totalement comprise, parce qu'on ne sait pas réellement ce qui fonde la position de ci ou de tel État dans cette logique. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, on constate que la communauté nationale béninoise, burkinabèse, nigérienne, malienne, la communauté internationale, tout le monde est témoin aujourd'hui que le Bénin a fait suffisamment preuve de bonne foi. Et quand on regarde un peu les statistiques, depuis que ce reproche, le reproche évoqué par M. Tometti tout à l'heure, le reproche à savoir que le Bénin aurait abrité des terroristes pour attaquer ces choses, depuis que cela est évoqué, on constate quand même qu'il n'est pas encore prouvé jusqu'au jour d'aujourd'hui que des terroristes sont partis du Bénin pour aller attaquer le Niger, que les terroristes sont partis du Bénin pour aller attaquer le Burkina Faso ou le Mali. Mais on a quand même la preuve que des terroristes sont quittés et qui sont partis plutôt du Burkina Faso pour attaquer le Niger. On a constaté quand même qu'il y a des terroristes qui sont partis du Mali pour attaquer le Burkina Faso. Donc, moi, je voudrais réellement que ces régimes militaires au pouvoir, notamment le Niger et le Burkina Faso, puissent réellement ramener la balle à terre. C'est-à-dire que, bon, on est en train de crier au voleur. Est-ce que le Bénin est réellement ce voleur-là? Vraiment, c'est une question sensible, à moins que ces autorités ont d'autres motifs. Parce que, vous savez, il y a ce que l'on sait publiquement, mais il y a également d'autres réalités qui relèvent de la cuisine interne. Moi, à ma foi, puisque à plusieurs reprises, le Bénin, le gouvernement béninois a donné l'opportunité, parce qu'il y a un comité de gestion de crise qui a été mis en place. Et à l'intérieur de ce comité, des décisions ont été prises. Et le Bénin a quand même demandé aux autorités nigériennes de venir, par exemple, pour faire un peu de la prospection, pour voir là où se situe. Et on a vu une sortie du général Abdelrahmane Tiani, qui a donné des références de localisation. Mais lorsque les gens ont essayé de mettre cela en application pour voir si on constate que ça tombe en Mauritanie ou dans un État, en tout cas, partout sauf au Bénin. Donc cela nous amène à nous interroger sur la pertinence ou la crédibilité du discours, le discours à savoir que le Bénin c'est de base arrière. Donc, généralement, je voudrais quand même que, parce que de toutes les manières, le mal est commun. Le Burkina Faso seul ne peut même pas lutter contre le terrorisme. Le Niger seul ne peut pas le faire. Le Mali, avant les terroristes se retrouvaient au nord du Mali, mais aujourd'hui, c'est dans plusieurs coins. Et vous savez que le Burkina Faso a été attaqué la fois dernière. Et malgré que ces trois États se retrouvent dans l'alliance des États du Sahel aujourd'hui, il n'y a pas une force commune qui a pu agir réellement pour contrer ces terroristes-là qui ont attaqué le Burkina Faso. Il est très clair, cela demeure constant, que l'on ne peut pas combattre ce fléau-là, ce mal qui nous gangrène tout seul. Donc, avec le temps, on espère que ces États-là puissent revenir quand même à la raison pour qu'on puisse efficacement contrôler le mal. William, l'appel de Vlavon sera-t-il entendu? C'est là la question du jour. Et vous faites bien de me poser la question parce qu'elle est une résultante des interventions qui m'ont précédé. Je fais un effort de contextualisation. Le discours de Vlavonu ne se circonscrit pas à la récente actualité des divergences que le Bénin a eues avec des voisins, notamment le Burkina Faso et le Niger. Je crois qu'on est en train de tourner cette page et surtout que diplomatiquement, on a pu réchauffer les choses d'un certain point de vue, soit avec le Burkina ou avec Niamey, qui a un nouvel ambassadeur en poste à Cotonou, et vice-versa. Donc, je pense aussi que le débat que nous menons ce matin sur la question terroriste et de l'importance que le premier des parlementaires y a accordé est un débat d'ordre général et c'est pour édifier l'avenir, édifier les politiques publiques et la prise de décision en cette matière. De ce point de vue, je m'inscris dans une réflexion qui n'est pas conjoncturelle par rapport à cette récente actualité. Maintenant, est-ce que son appel peut être entendu? Prenons les choses au cas par cas. Julio disait tout à l'heure que la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, que le président de l'Assemblée nationale rappelait que si ces pays étaient encore dans... Mais n'oubliez pas, ces pays vivent le terrorisme depuis au moins 13 ans, minimum. Le plus petit d'entre eux vit le terrorisme depuis au moins 13 ans. Ils ont quitté la CEDEAO officiellement il y a bientôt quelques mois seulement, 4 ou 5 mois officiellement leur départ. Et les putschs, les principaux putschs qui fondent leur révolution, disent-ils aujourd'hui, et leur nouvelle posture datent de 2 ans au plus. Donc,
Ils sont restés longtemps dans la CEDEAO, à part la MISMA, MINUSMA, tout ce que vous voulez. Et ça encore, avec l'apport des Nations Unies, je ne sais pas concrètement ce que la sous-région a apporté à ces États. Mieux, les initiatives comme l'initiative d'Accra, pour les pays du Golfe qui, à un moment donné, voulaient se préserver, voulaient protéger leur territoire contre ce qu'il se passait déjà au Sahel et en bonne partie au Nigeria. Quels sont les résultats? On a commencé, on voulait ses propres forces, on a voulu mutualiser, créer des forces conjointes, on en a même créé, mais à l'opérationnel. Quelques années après, on demande de l'aide encore aux partenaires. Moi, je m'en voudrais de ne pas souligner sur ce plateau que nos autorités, même nos parlements, parce que l'élément déclencheur de notre débat ce matin, c'est l'intervention du président Vlavonou. Même nos parlements ont pris à la légère la question terroriste. Aujourd'hui, oui, qu'est-ce qui vous fait dire ça? La législation, parce que nous parlons du Parlement. La législation est restée muette sur la question terroriste pendant plusieurs années. Même quand on a fait des efforts pour codifier, légiférer, on s'est intéressé à des corollaires. On a même fait des réexplications théoriques et doctrinaires sur ce qu'on appellerait terrorisme avant de nous intéresser. Nous ne connaissions pas encore, quand nous théorisions le terrorisme chez nous, ce terrorisme à la manière que nous voyons aujourd'hui, cette stupeur des attaques d'une trentaine de soldats. Nous n'avions pas encore connu ça quand nous appelions certaines choses terrorisme dans notre loi et que cela nous rattrape à un moment ou à un autre. Mieux, dans l'action publique, nos gouvernants ont été attentifs. Et ça, ce n'est pas que le Bénin. Dans la sous-région en général, toutes les initiatives avaient les yeux rivés ailleurs. Même des pays comme l'Estonie donnaient de l'argent pour lutter contre le terrorisme au Sahel, avec le G5 Sahel, avec des initiatives. Vous avez vu que ce n'est pas une question d'intérêt, c'est naturellement une question d'intérêt national, mais on n'a pas érigé l'action publique à ce rang. Ce qui a fait que... Le gouvernement a quand même consenti des efforts, de très grands efforts aujourd'hui pour lutter contre le phénomène, notamment la construction de bases avancées, notamment la prise en charge des soldats, des familles des soldats tombés au front pour pouvoir, on va dire, encourager l'action militaire. Il y a également des actions satellites qui sont menées pour intéresser les populations, on va dire, pour la prise en compte sociale des populations qui sont dans des zones à risque. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de choses qui se font. On a quitté l'inaction. Et c'est très récent. Souvenez-vous, si je ne me trompe, c'est dans son message sur l'état de la nation de 2023, si mes précisions sont très bonnes, que le chef de l'État, dans un temps grave, a érigé la question du terrorisme en une question principale qui mettait le pays en danger. Sinon, avant cela, on jouait la politique de l'autruche sur la question terroriste. On aurait mieux anticipé. En fait, le débat que je fais, ce n'est pas un débat d'actualité. Aujourd'hui, des initiatives, même si on peut discuter de l'efficacité, j'ai vu un atelier récemment pour voir à mi-parcours, sinon après quelques années, l'efficacité, l'efficience de l'opération Migrador. On en saura davantage, ce sont des questions de sécurité. Cela ne se déballe pas sur la place publique comme discussion autour du code électoral ou de je ne sais quoi, mais dans l'anticipation, dans la préparation qu'il fallait, nos parlements n'ont pas fait ce qu'il fallait et nos gouvernants aussi, à la tête de nos exécutifs, n'ont pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, de l'action qui est menée depuis peu, parce que vous l'avez rappelé, parlons efficacité, parlons résultats. Quelles sont les donnes? Quelle est la donne? La coopération avec la Russie au Sahel a donné des résultats. Reprise de Kidal, tout ce que vous voulez. Mais il y a encore des patates chaudes. Pareil au Golfe ici. Le terrorisme continue de nous inquiéter. J'ai vu de petites alertes chez le voisin togolais qui pourtant est en odeur de sainteté avec les nouveaux maîtres au Sahel. Donc, alors, mais allez-y. C'est pour dire en fait que le défi il demeure énorme. J'aime bien l'entame d'initiative avec ce discours du président de l'Assemblée nationale. Mais allons à là. Alors, Julio Tometti, on sait quand même que le président de l'Assemblée nationale, c'est la deuxième personnalité du pays en termes de graduation, en termes d'importance. Qu'il en arrive aujourd'hui à prendre la parole, on peut considérer que c'est quand même une voix officielle du Bénin qui demande, à la limite, pas forcément sur un ton de supplication, mais qui appelle de tous ses voeux à ce que la collaboration soit une réalité. Oui, c'est pour justifier peut-être que le Parlement ne peut être que, comme on le dit vulgairement, que le haut lieu de la politique ou bien le lieu de la chamaille politique. Et donc que les questions... Et donc que des questions d'intérêt national puissent préoccuper, parce que à la suite du discours du chef de l'État à la Nation en décembre dernier, ce qui a intéressé l'opinion, c'est l'une des expressions que je venais de rappeler. Les questions fondamentales sur notre survie n'a pas été la préoccupation de manière générale en fait des acteurs politiques.
aujourd'hui, le président de l'Assemblée nous remet en fait quelque peu dans le bain de ce sujet et j'ai bon espoir en fait que les acteurs politiques, quel que soit leur bord, prennent ça en fait et que ça fasse l'objet de préoccupations. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agira plus en fait de l'exécutif, il ne s'agira plus de Patrice Talon, mais il s'agira en fait de notre suivi. Et donc, si vous entendez, nous avons peut-être les élections dans moins d'un an. Les élections ne peuvent en fait bien se passer que en fait dans un cadre de quiétude au-delà en fait de nos dissensions, mais nous devons d'une manière générale avoir la quiétude. Moi, je n'aurais pas souhaité qu'on dise à cause des questions sécuritaires, on n'a pas pu déployer des unes dans telle ou telle localité de notre région parce que ces régions, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, sont à risque. Aujourd'hui, qu'on le non, il y a une sorte de quadriment qui ne permettent pas véritablement en fait, de se déployer comme cela se doit. Les populations vivent un certain nombre de restrictions en raison en fait, des impératifs sécuritaires. Et donc, ça devait nous préoccuper. Et en élevant la voix comme ça, telle que l'a fait le président Vlavonou, comme je disais tantôt, ça nous remet dans le bain. Et je crois, une telle personnalité qui fait ce message, je pense en fait ça doit aller en fait dans les oreilles les mieux indiquées, au-delà de nos frontières. William, nous n'avons jamais dit que, par exemple, la coopération militaire serait la panacée contre le mal, parce que, en fait, ça a toujours existé, et comme vous l'avez rappelé, c'est bientôt 15 ans d'une certaine façon. Mais le Bénin a commencé véritablement par en souffrir. C'était quelques incursions. Je pense que le premier, c'était en 2019 avec le guide Fiacre Bédi. Voilà, Fiacre Bédi. Et on entend 1, 2, mais ces dernières années, ça a commencé par prendre de l'ampleur. Le mal qu'on minimisait d'une certaine façon nous prend au collet et à partir de ce moment-là, il faut... Parce que ça s'agit de politique publique. C'est des questions de priorité à un moment donné. Les questions sécuritaires n'étaient pas autant priorité il y a cela 5 ans, 6 ans. Et donc, c'est maintenant nous sommes en face. C'est vrai qu'on pourrait avoir peut-être une réaction préventive en raison de ce qui se passait au niveau du Sahel. C'était inéluctable du Sahel et tout. Parvenir au Golfe. Donc, nous sommes là et il faut trouver en fait des portes de sortie. Et je pense en fait, c'est quoi? L'approche aujourd'hui, si... comment dire, le G5 Sahel a échoué, il faut le dire, l'amunissement et tout ça. C'était une approche non pas concertée, mais des approches pensées par d'autres, d'accord, et qui viennent l'expérimenter en fait sur nos territoires en disant que nous mettons les États ensemble. Il faut dire que ça n'avait jamais fonctionné. Ce n'était pas en vérité des mécanismes militaires. Ça avait manqué du financement aussi. Non, en fait, c'est ça le problème. Justement, ça le problème. Parce qu'en vérité, au-delà des questions de financement... Est-ce que nos États ont suffisamment de ressources? Est-ce que nos États ont suffisamment de ressources pour faire face efficacement à la menace terroriste? Quand on sait que la plupart du temps, il a été prouvé, documenté, que parfois même, et très souvent d'ailleurs, les terroristes disposent d'armes plus lourdes, plus sophistiquées que les armes des soldats ici chez nous, dans les pays africains, Gracien et Makoko. Et ce sera vraiment pour finir sur le sujet. Vraiment, vous savez, quand on parle de la question du terrorisme, moi je pense qu'il y a des dimensions qu'on occulte. Parce que tous les efforts que nous voyons dans la sous-région et même au niveau des États du Sahel pour contrer ce mal, c'est que bon, c'est à l'opérationnel, on va sur le terrain. Mais les terroristes, ils viennent d'où? Qui leur envoie le matériel, qui leur envoie les engins que nous voyons. En réalité, l'approvisionnement de ces éléments-là, on doit s'intéresser à ça, le renseignement. Et lorsque William a intervenu tout à l'heure, mais il y a avant le Bénin et le Niger avaient eu il y avait des traités bilatéraux de coopération dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Et c'est à l'issue du coup d'État récemment du général Tiani qu'ils ont suspendu unilatéralement ce traité-là. C'est vrai qu'on a connu cela récemment, mais il y a eu des efforts qui ont été effectués. Mais puisqu'on n'a pas été sauvagement touché, vous avez parlé d'anticipation, c'est vrai, mais c'était une question qui ne préoccupait pas en raison peut-être des priorités. Mais ce que je voudrais dire, il y a que lorsqu'on va au Mali, notamment au Burkina Faso et au Niger, les gens ont l'habitude, on entend dans les discours, même au niveau des chefs d'État, au niveau des régimes militaires, le président Traoré l'a mentionné à plusieurs reprises, les gens ont tendance à nous dire que c'est la France qui est à l'origine de ça. Mais s'ils affirment que c'est la France, c'est qu'ils ont des preuves que c'est la France qui est à l'origine de ça. Mais si c'est la France, pourquoi on ne dynamise pas un peu les éléments? Mais on a la preuve de rien du tout. La Cour internationale de justice, parce que c'est de ça il est question. Mais on a la preuve de rien du tout, Gracien.
On a la Mais il n'a jamais clairement été établi nulle part. Que ce soit la France ou un autre pays ou c'est de ça qu'il est question. En réalité, parce que dans le discours, ça reste des affabulations. Vous savez que dans les discours, d'autres vous diront, Gratien, que ce sont des propos démagogiques pour rallier une certaine opinion à leur cause. Tout à fait. Bon, moi, ce qu'on aurait souhaité, c'est que si éventuellement il y avait des preuves que c'est effectivement la France, il faudrait quand même que les gens engagent la voie juridictionnelle. Pour le moment, il y en a aucun qui ait pu démontrer cela formellement. Ça reste des propos. Oui, ce sont des déclarations totalement qui engagent les personnes qui portent, on va dire, ces propos-là. Et on ne va pas se faire le devoir de les relayer sur ce plateau. Messieurs, on en vient à présent à la question sur la loi sur le numérique, le code du numérique ainsi qu'il a été défini par le législateur, longtemps querellé, longtemps pointé du doigt. Aujourd'hui, ce code, William Clécan, retourne au Parlement pour des corrections, selon vous, ou pour être davantage vicié? Justement, parce que quand on a appris dans le projet d'ordre du jour de la session qui a démarré jeudi dernier que le code du numérique devrait être relu, tout le monde s'attend à un code moins fort, un code où on desserre un peu. L'étau se dessert autour de certains droits sur lesquels je vais revenir tout à l'heure. Mais vous faites bien de faire remarquer qu'une loi peut aller à l'Assemblée nationale et en ressortir beaucoup plus... Une loi bien décriée peut aller à l'Assemblée nationale et en ressortir beaucoup plus durcie. La question du code électoral est là, avec tous les clivages et toutes les divisions qu'il y a autour. Mais on était allé à l'Assemblée nationale pour parfaire ce texte. Donc, vous faites bien de le faire remarquer. Mais écoutez... quand vous dites que certaines langues décrivent le code du numérique, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre ce qu'il y avait comme crispation autour du code du numérique. En fait, c'est un principe sacro-saint que les droits consacrés aux individus, les droits, les prérogatives que les textes internationaux et nos lois nous consacrent, doivent être protégés non seulement hors ligne, mais aussi en ligne. C'est-à-dire l'individu a les mêmes droits en ligne que hors ligne. Voilà qu'un code du numérique bien beau, très joli, qui venait innover, réguler des choses, régir notre société par rapport à une réalité qui nous était toute nouvelle et qui était laissée en rade jusque-là, la question du numérique, a introduit d'énormes restrictions et surtout à l'épreuve de son application, d'énormes restrictions sur des lois, sur des droits qui étaient consacrés aux Béninois. Liberté d'expression, liberté de la presse. En quoi, par exemple? Prenez l'article 550, le plus connu, le plus célèbre du Code du numérique. Enseignement par voie électronique. Par voie électronique. Vous voyez les balades sur les médias sociaux, sur Meta ces derniers jours, autour de ce vocable. Même des non-juristes, des gens qui à peine ont été à l'école, l'écrivent sur Facebook, parce que c'est finalement une épée de Damoclès. C'est ce qu'on a reproché au Code du numérique. Est-ce que le législateur n'était pas dans l'optique, justement, de ne pas faire du cyberespace no man's land, une zone de non-droit? Mais le législateur a été suffisamment frileux et le juge plus que lui. C'est-à-dire quoi? À l'épreuve, et ce n'est pas moi qui le dis, au dernier examen périodique de janvier 2023, plusieurs États l'ont dit au Bénin, dans l'examen périodique de 2023, si je ne me trompe, plus d'une demi-douzaine de recommandations acceptées par le Bénin, je le rappelle, sur les 234 acceptées par le Bénin, relatives au code du numérique. Ces recommandations étaient précises et tous les États d'Orient, je ne sais pas, d'Europe et d'où je ne sais encore, disaient au Bénin qu'en fait, des lois si élastiques, ce vocable dont vous parlez, cette expression dont vous parlez, harcèlement par voie de communication électronique, n'a même pas de définition dans le code du numérique. Voilà des choses qui ont permis des condamnations redoutables que le journaliste consacré pour être jugé avec le Code de l'information et de la communication ne se voit pas jugé par le Code de l'information et de la communication, mais qui est traité comme tout le monde, alors que les droits dans l'espace physique lui sont consacrés du point de vue de sa profession. C'est tout ce qu'on a reproché au Code du numérique. Et moi, je souhaite, à votre question, que cette loi corrige ces imperfections, qui sont nombreuses, qui sont légion, qui sont reconnues par l'État béninois lui-même. On craignait un silence trop grand depuis le dernier examen périodique. Finalement, qu'on y va maintenant, faisons les choses avec beaucoup plus d'élégance. On dira peut-être qu'on a eu le temps de mise à l'épreuve, on a eu le délai de grâce avec autant de cassés. Les omelettes sont frites.
une omelette. Les omelettes sont frites. Maintenant, faisons le plat de résistance. D'accord, très bien. Allez, Julio Tometi, pour vous, pour le juriste que vous êtes, est-ce que vous pensez que le code du numérique est une loi un peu trop corsée ou ça ne régule suffisamment pas le cyberespace et qu'il est temps de faire quelques réajustements? Le code du numérique n'est pas que le cyberespace. Et c'est ça que peut-être je vais décevoir William, pour dire de ne pas trop rester peut-être dans l'espérance que, en fait, les questions du cyberespace soient peut-être moins corsées qu'elles ne l'étaient avant. Parce que le code du numérique, c'est aussi le commerce électronique. C'est aussi l'accès aux données personnelles, c'est aussi l'accès à Internet d'une certaine façon, en fait, comment dire, les questions de redistribution. Il s'agit d'un projet de loi. Nous ne connaissons pas encore le contenu. Et je ne crois pas, je ne pense pas que le contexte actuel, d'accord, sur la base d'un projet de modification de ce code du numérique, irait dans le sens, en fait, d'un relâchement par rapport aux questions de cyberespace. Parce que là où nous allons, excusez-moi, si moi je suis gouvernant, ce n'est pas le moment. Je crois qu'il dit sous réserve de savoir ce qui serait dans le contenu. Ce qui préoccuperait, oui, il y a eu ces examens périodiques, les professionnels de la presse, à travers leurs représentants, ont fait plusieurs plaidoyers parce qu'on a l'impression, par exemple, que le code, le code de l'information et de la communication n'existe plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de journalisme, en fait, sans, en fait, les cyberespaces, d'une certaine façon, alors que lorsque vous venez sur cet espace-là, c'est comme si vous perdez carrément, en fait, votre immunité, les protections que le code de l'information et de la communication vous offre. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que, pour ceux qui ont introduit en fait ce code-là, est-ce que je pense nous allons à une période assez sensible et les questions, nous n'avons pas suffisamment encore appris, nous, utilisateurs, de la répression. Et donc, si moi je suis législateur, ce ne serait pas le moment, pas pour moi en tout cas. Il faut laisser tel quel pour vous? Pas en tout cas de relâcher. C'est pourquoi l'attentisme en fait de William risque d'être déçu parce que la modification peut aller sur d'autres plans que sur les questions du cyberespace. D'accord. Alors, ce code Gratien s'est rendu quand même célèbre la plupart du temps que sur des questions de répression de gens en porte-à-faux, malheureusement, avec les tests de la République du point de vue donc, de l'organisation du cyberespace, notamment harcèlement par voie de communication électronique. C'est généralement le motif qui revient le plus souvent dans les questions de condamnation liées aux gens sur le web. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le législateur va reculer en plein troisième millénaire où les questions liées au numérique sont davantage exacerbées? Non, bon, ce que moi je peux dire, c'est qu'on va attendre la fin, mais on ne va pas manquer quand même de soulever des aspects. Il y a un premier élément que je voudrais soulever, c'est que vous savez quel est l'état de la presse aujourd'hui, puisque William a parlé un peu comme de l'oppression des journalistes, le code, puisque c'est le code de l'information et de la communication qui devait régir. Il y a des journalistes au Bénin qui n'ont pas de carte de presse. Et lorsque c'est comme ça, la loi ne vous reconnaît pas comme tel. Il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Pas de carte de presse, la loi ne vous reconnaît pas comme tel. Et lorsque vous êtes journaliste au Bénin, et que vous ne remplissez pas toutes les conditions, et vous vous retrouvez devant le juge pour une infraction d'harcèlement par voie de communication électronique, ne demandez pas au juge de vous appliquer. Même lorsque vous êtes détenteur de la carte de presse. Non, ça dépend. Nous ne sommes pas allés dans les subtilités. Je suis en train de donner quand même une hypothèse. Il y a des cartes de presse en main et ont été traités comme tout sauf journaliste. Oui, vous savez, quand il y a des dérapages, on va les mentionner et puis on va demander à ce que cela soit corrigé. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quel est le contexte actuel de la presse béninoise? La presse béninoise, vous constatez qu'il y a d'une part ceux qui font réellement du professionnalisme, il y a ceux qui font de la monétisation de la presse. Des gens qui sont généralement dans la communication politique. On voit, des gens prendre des positions, des gens qui sont pratiquement dans l'harcèlement. On ne veut pas dire quand même qu'il ne faudrait pas qu'un test puisse être pris dans toute sa rigueur pour permettre à ce que les gens ne puissent pas dérailler. Ça fait le premier élément. Mais lorsque ce code est retourné au Parlement, il y a des éléments objectifs
qui motivent, selon moi, ou qui peuvent justifier, selon moi, le fait que ce code-là puisse retourner au Parlement. Le premier élément, c'est quoi? Il y a un élément qui a été soulevé, à savoir qu'à l'intérieur même du texte, il y a des notions fortes. Des notions fortes que le législateur n'a pas clairement définies. Or, il est mentionné au niveau du code pénal du Bénin que vous ne pouvez pas faire de la répression d'une infraction pénale, d'une infraction, sans que cette infraction-là, au regard de ces éléments constitués, ne puisse être clairement définie par le législateur. Donc, c'est un problème. Donc, le fait que le code soit allé au Parlement, c'est également peut-être, selon moi, pour parfaire ces aspects-là. Il y a des incohérences. Vous constatez qu'à l'intérieur du code du numérique, il y a des infractions qui sont prévues, en matière de diffamation, par exemple. Et lorsque vous prenez le code pénal et le code du numérique, normalement, les peines devraient converger. On constate qu'il y a une sorte de divergence au niveau de ces peines. Ce sont des anomalies objectives qu'on peut, on peut souhaiter on doit même souhaiter que le législateur puisse corriger cela. Mais ce que je voudrais dire, c'est quoi? Il y a également des omissions. Quand on parle de choses-là, on parle de l'ordre public numérique. Nous avons l'ordre public. L'hygiène numérique. Salubrité numérique. La tranquillité. Il y a des éléments comme ça, les réalités liées à la bioéthique. Ça, ce sont des choses que le code du numérique a occultées. Nous avons l'intelligence artificielle, l'exploitation, la régulation de tout ça. Le Parlement doit également s'asseoir sur ces éléments-là et puis apporter les corrections. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on parle de corset, nous devons, quand nous parlons du code du numérique, appeler chaque citoyen béninois à la notion de la responsabilité. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. C'est vrai, on a évoqué certains cas. Bon, on se dit peut-être que la justice est trompée ou qu'il y a un peu de largesse dans les choses, mais nous n'allons pas occulter que sur, quand même, Internet, au niveau du numérique, il y a quand même beaucoup de dérapages. Les gens qui se lèvent, ils collent des choses. Non, mais puisque la loi... Ce code du numérique n'est pas au-dessus de l'article 22 ou de l'article 23 de la Constitution. Non, je ne le refuse pas. Et mieux, vous-même avez trouvé le nœud. En matière de diffamation, par exemple, vous avez parlé de la grande différence entre la peine, c'est même le double de ce qui est prévu par le code pénal que le code numérique prévoit. En quoi la diffamation sur le cyberespace est plus grand et une atteinte à un droit subjectif plus important? C'est une grosse anomalie. Et mieux, je finis très rapidement, Herman, et mieux, il y a carrément des infractions qui sont d'emblée criminalisées dans le code du numérique. Il y a des infractions qui ne répondent à aucun régime d'infraction de façon claire. Et pour une loi comme ça, excusez que le journaliste que je suis appelle d'abord à la révision, à la relecture. Je ne sais pas le décès qui est mobile de cette relecture, et Julio m'en excusera, je ne sais pas ce qu'ils ont prévu, mais le bon sens voudrait que ce soit ces questions préjudiciables qui foutent des enfants de 21 ans en prison, qui mettent des adultes aux grandes dents, 32, je ne sais quelle responsabilité, qui occupaient de très belles fonctions dans une profession bien noble, comme le journalisme, pas ce que vous décriviez tout à l'heure dans votre analyse, à qui des gens ont opposé des textes d'une compréhension vraiment ambiguë. Je pense qu'on ferait de l'hygiène, de la salubrité dans l'arsenal juridique béninois. Non, très bien. Allez, messieurs, non, il n'y a plus vraiment de temps du tout pour consacrer à ce sujet. On a 2 minutes pour évoquer le sujet sur le Gabon avec Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en passe d'être élu président de la République du Gabon, Julio Tometti. Très rapidement, c'est vraiment sans surprise. C'est ça. Je dis félicitations au nouveau président démocratiquement élu. Non, franchement, je n'ai pas d'éléments pour démocratiquement élu, on est d'accord avec vous, plus de 90% des voix. Je dis félicitations, ce n'est pas la première, ce n'est pas une première en Afrique. Bon, fort heureusement, ils ont trouvé le mécanisme pour revenir un peu sur la voie démocratique et on peut, dans d'autres analyses, commencer par faire la comparaison avec les autres États pour pas forcément justifier leur posture, mais pour dire, quoi qu'on dise, en fait, il ne s'agit que des questions de cheminement. Le résultat demeure le même. Alors, Gratien Makoko, on l'a vu, une transition rapidement menée, un scrutin électoral rondement orchestré avec un président candidat guest star, Michael Jackson à l'occasion aussi, mais aujourd'hui qui va sans doute s'installer dans les bureaux du palais du bord de mer. 2 choses. La première, c'est que c'est une belle stratégie de blanchiment
des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et l'autre chose, vous avez vu le score. Plus de 90%, ça nous rappelle l'élection présidentielle au Burkina Faso avec Maurice Yameogo, qui a fait 100%. Vous voyez, mais ce qu'on va retenir, puisque l'histoire a tendance à se répéter, Yameogo a fait ce score, mais quelques temps après, il a été renversé, comme c'était le cas également ailleurs, parce que vous voyez, à l'intérieur du régime que M. Oligui va installer, à l'intérieur de ce régime-là, parce que c'est sûr, les opposants, c'est vrai que leur voix n'est pas entendue. La voix des opposants, c'est vrai qu'on ne voit que le président, mais est-ce que c'est parce que les voix dissidentes ont été étouffées de l'extérieur? On ne peut pas affirmer grand-chose, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque les choses se passent comme ça, on sait qu'en réalité, c'est de la théâtralisation de la fonction, c'est une sorte... bon, ce sont des pratiques africaines. Vous êtes assez dur. Tout à fait, c'est vrai. Il y a des, on va dire, des enjeux auquel le président Oligui Nguema va devoir faire face tout de suite après la récréation. Place maintenant au travail, les questions notamment d'emploi des jeunes, de développement et tout, qu'il attend tout de suite et auquel il doit faire face. Est-ce que vous pensez que le désenchantement aura lieu très, très tôt? Je ne veux pas jeter les dés à ce propos, mais je veux juste qu'ils comprennent que la démocratie, ce n'est pas que les urnes à la manière qu'il vient d'avoir et qu'il doit installer une démocratie après la dynastie Bongo et que s'il peut le faire, on oubliera son kaki, sinon 90% ne font pas oublier son béret et ses gros galons. Très bien. Merci beaucoup à vous, William Cliquant. Vous êtes journaliste à Canal 3 Bénin. Merci, Julio. Merci également, Gracien Makoko. Quand vous êtes là, forcément, allez, les débats sont toujours intéressants et passionnés. Messieurs, on va clore ce chapitre et derrière, on va retrouver X-Tem. Je vous l'avais annoncé en début d'émission. Il a son concert avec son frère et ami Gis en fin de semaine. Et juste après lui, on va retrouver Marcel Arrossi pour la revue de presse. Ce sera vraiment sans transition. On va faire une transposition de plateau en 3 secondes, je vous en prie.